Bonjour à tous, on se retrouve pour ce TD numéro 3 sur les quadripôles. Donc un TD qui est pas super compliqué, qui peut ramener des points à l'examen si vous avez des exos sur les quadripôles naturellement. Et honnêtement, apprenez les formules et ça se déroulera plutôt pas mal. Donc dans un premier temps, je remercie déjà ma collègue Rida Al-Ashkar qui a fait les slides. Et dans ces slides, il y a une première partie où il y a un rappel de cours. Je vous rappelle, un quadripôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une entité qui a quatre pôles, d'accord? Deux entrées, deux sorties. Donc, un courant, une tension d'entrée, un courant, une tension de sortie. On modélise ces quadripôles de manière matricielle, soit avec la matrice d'impédance, ce qui est celui de gauche, la matrice d'admittance au milieu, ou la matrice de transfert qui est très usitée à droite. À partir de là, ces trois matrices nous permettent d'être relativement judicieuses quand on veut faire des associations de quadripôles. Donc, matrice d'impédance en série, matrice d'admittance en parallèle. Et lorsque l'on va mettre les quadripôles en cascade, on va plutôt utiliser les matrices de transfert. Donc ça, c'est un deuxième grand point de ce chapitre. Et le dernier grand point, ça va être l'adaptation du signal. Alors, adaptation soit en puissance, donc là où on va essayer de transférer un maximum de puissance entre l'émetteur, ce que j'ai modélisé ici par ETZ0 et la charge Z charge, soit en tension, et je vous ai donné déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'utilisation de l'adaptation en tension, qui est plutôt dédiée au domaine audio et en particulier à la prise de son audio. Et puis, naturellement, les grandeurs caractéristiques d'un quadripôle, donc le gain en tension en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Voilà. Donc ça, c'est normalement ce que vous êtes censé savoir, ou au moins savoir retrouver. Donc maintenant, à partir de là, eh bien, on va commencer les exercices. Donc on va d'abord faire l'exercice numéro 1, qui est tout simple puisque il nous est demandé dans cet exercice de retrouver les matrices de transfert des 5 quadripôles suivants. Alors naturellement, comme vous pouvez le voir, on a dans la première partie, donc la partie petit a en haut, deux quadripôles qui sont super simples, puisqu'on a une structure entre guillemets série et une structure parallèle, hein. C'est un abus de langage de dire ça, mais c'est pour que vous compreniez. Et puis après, à partir de ces deux structures élémentaires, eh bien, on va élaborer dans la partie petit b des structures qui, elles, sont un peu plus complexes. Donc la structure de gauche, vous voyez avec R1 et R2, c'est la structure de base. Et puis après, vous avez deux structures qui sont, elles, très très usitées. Donc celle du milieu, c'est une structure dite en pi, tout simplement, puisque les trois dipôles, les trois résistances forment un pi. Et la dernière, c'est une structure dite en T, puisque vous avez compris, ici, on va avoir une structure dite en T. Voilà. Donc, on commence par la question petit a. Donc, ici, on nous demande de calculer la matrice de transfert T, d'accord, de ce quadripôle ici, avec une seule résistance R1. Donc, pour cela, rappel donc, de la matrice de transfert, c'est le lien entre la sortie et l'entrée. Donc, on a ici V2I2 qui est égal à la matrice de transfert fois V1 moins I1. Donc, je vous rappelle le signe moins, on l'a vu dans le cours, je le rappelle encore ici, c'est tout simplement pour prendre en compte le fait que la matrice de transfert va être utilisée pour des mises en cascade de quadripôles. Et naturellement, quand on a deux mises en cascade, eh bien, le courant d'entrée de l'un sera le courant de sortie de l'autre. Et donc, fatalement, on ne peut pas avoir deux courants qui partent dans un sens opposé. Il faut qu'il y en ait un qui rentre dans l'autre. Donc, c'est pour cette raison qu'on met un signe moins. Si on n'avait pas mis de signe moins, je vous rappelle que normalement, vous voyez ce qu'il y a directement à gauche ici, eh bien, vous avez les deux courants qui vont dans le même sens, et là, qui vont dans des sens opposés, et là, ça serait compliqué de les cascader. Donc, à partir de cette formulation-là, eh bien, quand on va développer naturellement, bien, on trouve bêtement les deux lignes suivantes. Donc, V2 est égal à T1 V1 moins T1 I2 et I2 qui est égal à T2 V1 moins T2 I2. Et donc, l'idée que l'on cherche ici à résoudre, c'est identifier les quatre paramètres T1, T1 T2 pardon, et T2. Donc, pour cela, eh bien, on va simplement écrire les lois de Kirchhoff, donc les équations mailles et les lois nœuds, donc là c'est relativement rudimentaire, hein. Donc vous voyez qu'on a besoin d'avoir une relation avec V2 et du V1 I1 d'un côté, et une deuxième relation avec I2 et du V1 I1 de l'autre côté. Donc
Pour V2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loi Omaï, tout simplement. On va écrire une loi Omaï en disant que la tension V2, c'est tout simplement la tension V1 plus ce qu'il y a de chuté dans la résistance. D'accord? Donc, quelle est la tension qui est chutée dans la résistance? Eh bien, c'est soit R1I2, soit R1I1, suivant que l'on prenne le courant I2 ou I1. Ici, on est plus intéressé à être en fonction de I1, donc on va pouvoir écrire que V2, c'est V1 moins R1I1. D'accord? Et donc, c'est à peu près ce qui est décrit ici. Donc ça, c'est notre première relation. Et puis notre deuxième relation, eh bien, c'est tout simplement la relation entre I2 et I1, sachant que V1 ici n'intervient pas, et on peut écrire que I2 est égal à moins I1. À partir de là, on a ces deux relations-là que l'on va pouvoir identifier avec ces deux relations ici, et on va pouvoir dire, ben, par exemple, pour le premier, T1 est égal à 1. T12 est égal à moins R1. Est égal à R1, pardon, excusez-moi, puisqu'on a le signe moins. T21 est égal à 0, et T22 est égal à 1. Et de cette manière-là, eh bien, on en déduit la matrice de transfert, qui va être la matrice de transfert suivante, donc 1, R1, 0 et 1. D'accord? Donc voilà l'exemple qu'il faut suivre pour trouver les différentes matrices de transfert. Donc de la manière identique, on va pouvoir déterminer la matrice de transfert donc, de ce deuxième quadripôle avec donc la résistance R2 qui est mise ici sur une branche intermédiaire. Donc là, on a deux méthodes. Une première méthode qui va consister à appliquer gentiment les formules du cours, d'accord? Alors pourquoi il y a deux méthodes ici? Et pourquoi on n'a pas fait les deux méthodes précédemment? Parce que précédemment, c'est tellement simple que cette méthode-là, elle est vraiment, c'est un marteau pour une mouche, quoi, on pourrait dire, d'accord? Dans ce cas-là, on vous montre la méthode, bien que moi je préconise plutôt la deuxième méthode. Mais c'est pas grave, on va quand même regarder cette première méthode. Donc cette première méthode, eh bien, vous appliquez gentiment les formules du cours, à savoir T1 c'est V2 sur V1 avec I1 égale 0, d'accord? Donc si vous mettez I1 égale, si vous mettez I1 égale 0, eh bien, vous en déduisez que tout simplement il n'y a pas de courant qui va passer dans R2. Et donc, automatiquement, eh bien, vous allez avoir V1 qui va être égal à V2. Et donc, automatiquement, vous avez V2 sur V1 qui est égal à 1. D'accord? De la même manière, vous allez poser après V1 qui est égal à 0. Donc, automatiquement, on va en déduire que si V1 est égal à 0, à ce moment-là, le rapport de V2 sur I1 ne va pas être loin d'être nul, puisque vous n'avez plus, si la tension V1 est égale à la tension V2, si V2 est égal à 0, alors T12 est égal à 0. D'accord? Donc, pour T21, on doit poser I1 qui est égal à 0, donc ce courant est égal à 0. Par conséquent, si ce courant est égal à 0, alors là, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise, je suis en train de me rendre compte. Dans le premier cas de figure, d'accord, I1 égale à 0 ne veut pas dire que I2 égale 0. Ça veut dire que le courant I2 va intégralement passer comme ça. Voilà, c'était juste... et c'est ce qu'on va utiliser maintenant, d'ailleurs. Donc, si I1 égale 0, I2 parcourt intégralement R2, et dans ce cas-là, on en déduit que la tension qui est chutée dans R2, c'est tout simplement R2I2. De cette manière-là, V1 va être égal à R2I2, et donc on voit qu'on peut écrire I2 T21 qui est égal à I2 sur V1, qui est aussi égal à I2 sur R2I2. On simplifie par I2 et on trouve 1 sur R2. Et puis le dernier, qui correspond à T22, d'accord? Si on pose V1 nul ici, d'accord? Eh bien, ce qui va se passer, ça veut dire que on n'a pas de tension chutée dans la résistance. Si on n'a pas de tension chutée dans la résistance, ça veut dire que R2 fois le courant est nul. Il n'y a donc pas de courant qui passe dans la résistance. Ça veut donc dire que le courant I1 est intégralement égal au courant moins I2, d'accord? Et donc, fatalement, T22 qui est égal à moins I2 sur I1 est égal à 1. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, ben, c'est la méthode exactement identique à celle qu'on a vue pour le petit a, d'accord, pour le premier quadripôle, pardon, qui consiste à écrire tout simplement les relations V2 en fonction de V1 et I1,
et I2 en fonction de I1 et I2. Donc pour V2, c'est immédiat, puisque le potentiel V2 est égal au potentiel V1, donc on a V2 égale V1. Pour la deuxième relation, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire que V2, finalement, c'est le potentiel qui est chuté aux bornes de la résistance. Et aux bornes de la résistance, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a tout simplement R2 fois la somme des deux courants, I1 plus I2, puisqu'ici, on a une loi au nœud à ce niveau-là. Et donc, on peut écrire que V2 est égal à R2 fois facteur de I1 plus I2. De cette manière-là, on en déduit donc que I2 est égal à V1 sur R2 moins I1. De cette manière-là, eh bien, en identifiant ces deux relations avec ces deux relations-là, comme précédemment, on va en déduire la matrice de transfert suivante. Donc ça, c'est pour le petit a. On va maintenant passer au petit b de cet exercice. Donc pour le petit b de cet exercice, c'est loin d'être compliqué, puisque on observe que le quadripôle ici présent est en réalité la mise en cascade des deux quadripôles que l'on a vu juste avant, d'accord? Donc le quadripôle T1 et le quadripôle T2. Alors là, j'insiste sur un fait, c'est que l'ordre est très important. En effet, l'ordre dans lequel on assemble les quadripôles va donner l'ordre de multiplication des matrices, et naturellement, la multiplication matricielle n'est pas commutative. Donc, attention à l'ordre. Il n'y a rien de compliqué. La seule chose où vous pouvez vous planter, c'est l'ordre de multiplication des matrices. D'accord? Et donc, ici, pour prendre l'ordre, c'est facile. Vous partez de la fin et vous remontez vers le début. Ça veut donc dire que la matrice de transfert globale T1,2, eh bien, c'est T2 multiplié par T1. Et non pas l'inverse, d'accord? T2 multiplié par T1. Donc c'est ce qu'il y a décrit ici, c'est ce qu'il y a dans le cours aussi. Et donc, il n'y a pas besoin ici de se cogner des lois de Kirchhoff avec des lois au nœud, des lois au maille et tout ça. C'est pas la peine. Vous avez juste besoin d'écrire la chose suivante. T1,2 est égal à T2 fois T1. Vous réalisez ce produit matriciel et vous avez tout de suite votre matrice de transfert. Donc ça, c'est facile à faire. De la même manière, pour le filtre en pi, pour la structure en pi, excusez-moi, pour la structure en pi, eh bien, on va réutiliser les résultats que l'on a eu précédemment. Ici, on reconnaît la structure T1,2, devant laquelle on va venir adjoindre donc le quadripôle T2. Et de cette manière-là, eh bien là, on va avoir le produit T1,2 fois T2. On repart de la fin pour remonter au début. Si vous vouliez faire ça de manière atomique, on aurait pu faire le triple produit matriciel, à savoir T2 fois T1 fois T2. Ce produit matriciel, eh bien, il vous donne la matrice suivante. Et pour le dernier point, donc la dernière structure, eh bien, c'est l'inverse. Et là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte finalement que la structure de l'assemblage des quadripôles est vraiment importante, puisque vous voyez, dans un cas, on a un filtre en pi, dans l'autre cas, on a un filtre en T. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, il suffit de faire le produit de T1 fois T1,2. T1 étant la dernière structure, multiplié par T1,2. Et là, eh bien, on va retrouver la matrice de transfert suivante. Donc, voilà ce qu'il en est pour le premier exercice. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour l'exercice suivant.